Alors les ménages tremblent pour leur pouvoir d'achat, les entreprises pour leur compétitivité. Le projet de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques, autrement dit le budget, est présenté demain en Conseil des ministres. Ah, ce fameux budget de rigueur dont on connaît déjà les grandes lignes, vous venez de les rappeler, Agnès, 30 milliards vont être demandés, 10 milliards d'économies, 20 milliards d'impôts. Et depuis plusieurs semaines, donc, les ministres jouent des coudes pour sauver leur portefeuille. Ils craignent et négocient avec leur homologue qui ne s'est pas fait que des amis, Jérôme Cahuzac, ministre délégué au budget et qui était votre prédécesseur à l'Assemblée nationale. Pour en parler, donc nous vous recevons, vous, un autre homme, dit-on, de la rigueur, Gilles Carrez, qui œuvre dans l'hémicycle depuis longtemps, l'un des principaux opposants à la majorité actuelle. C'est vous qui contrôlez ce budget, Gilles Carrez, député UMP du Val-de-Marne, président de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale. C'est la définition exacte. On vous présente comme un opposant sérieux parce qu'appliqué et déterminé, qui en même temps entretient d'excellentes et cordiales relations avec parfois vos pires ennemis, mais tout de même, par exemple, je crois que vous ne dédaignez pas dialoguer souvent avec Didier Migaud. C'est vrai. Et depuis votre prise de fonction en juillet dernier, vous avez tout de même n'avez pas arrêté de dénoncer un budget idéologique et des impôts en hausse. Et puis enfin, gageons que nous serons sérieux, mais que nous saurons faire passer ces pilules compliquées d'histoire de budget. Mais enfin, tout de même, vous avez été classé, gauche-droite confondue, comme le député le plus sérieux de l'Assemblée nationale, même dans votre camp à droite. On n'a pas osé affronter votre candidature, comme Valérie Pécresse qui a dit « Ah, si Carrez doit prendre la présidence des finances, je n'irai pas ». Bref, pendant ce temps, la nuit apporte ses nouvelles. Plus de 3 millions, c'est fait, de chômeurs. ArcelorMittal, on ferme. Droite décomplexée, la course à la présidence de l'UMP fait rage. Premier sujet, ces 3 millions de chômeurs dépassés, le gouvernement actuel dit, oui, c'est catastrophique, mais il faut voir comment la France a été gérée il y a 5 ans, pendant 5 ans. 3 millions de chômeurs, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est le résultat de la crise, avant tout de la crise. Et c'est pas la faute de Nicolas Sarkozy. Non, il suffit d'observer ce qui malheureusement se passe dans tous les autres pays, à l'exception de l'Allemagne, pour constater que le chômage s'est envolé. Et précisément parce que trop de socialistes se sont aveuglés à l'anti-sarkozysme, ils ont parfois, presque de bonne foi, presque de façon sincère, pensé que Sarkozy parti, tous les problèmes seraient résolus. Et donc, ils ont complètement sous-estimé la gravité de la crise. Il y a une sorte d'aveuglement. Trop de politique politicienne, dites-vous ? Exactement. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est une sorte d'impréparation, d'improvisation des mesures. Je les sens parfois même décontenancés parce qu'ils découvrent enfin la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Et ces 3 millions de chômeurs en sont l'expression. Je pense par exemple que le gros défaut de ce projet de budget, c'est qu'il n'y a aucune mesure structurelle. J'ai été très malheureux en juillet dernier dans le cadre du collectif, parce que ce collectif s'est borné à supprimer, à détricoter. Pour les lois rectificatives. Et en particulier, il y a eu une décision vraiment très néfaste. Ça a été la suppression de la mesure compétitivité. Nous avions décidé, certes trop tard, on peut nous le reprocher, mais d'alléger le coût du travail en supprimant 13 milliards de cotisations sociales patronales et en les compensant, puisqu'il faut bien financer la sécurité sociale, en les compensant par une hausse de CSG, une hausse de TVA. Bon, que la gauche dise, c'est pas le type de recette qu'on voudrait. Peut-être qu'il faut faire moins de TVA, plus de CSG. Pourquoi pas ? Mais alors que tout le monde reconnaît qu'il y a un problème de coût du travail, de compétitivité, qui est au cœur vraiment du problème du chômage en France, pourquoi ont-ils supprimé cette mesure qui allégeait le coût du travail ? Je trouve que c'est presque une erreur quasi professionnelle. Et là, c'est un bon exemple. Ils ont été aveuglés par l'anti-sarkozysme parce que, à leurs yeux, alors que même en privé, beaucoup reconnaissent qu'il faut traiter le sujet, ils ont préféré supprimer... Qu'il faut traiter le sujet par la rigueur. De la compétitivité de nos entreprises. Notre coût du travail... C'est ce que demande Carlos Ghosn dans le Figaro aujourd'hui. C'est simple. Le coût du travail en France, il était en moyenne inférieur à celui de l'Allemagne en 2000. Il y a eu les réformes Schröder
Et aujourd'hui, nous sommes en moyenne 20% au-dessus de l'Allemagne. Il faut corriger cela au plus vite. Gilles Carrez, je ne conteste pas votre explication économique, je n'en serais pas capable, je ne suis pas suffisamment économiste pour ça. Mais sur un plan politique, quand vous dites les socialistes se sont aveuglés, est-ce que vous ne faites pas du contre-aveuglement ? Notamment, vous évoquez cette mesure qui est la TVA sociale. La TVA sociale, vous êtes fraîchement converti. En novembre dernier, Nicolas Sarkozy disait il ne faut pas la faire parce que ça va avoir des effets sur la hausse des prix et ce sera injuste. Et puis en janvier, il dit il faut la faire. Donc c'est quelque chose qui est une révélation récente pour vous. D'autre part, quand vous dites ils ne l'ont pas vu venir, est-ce que oui ou non, François Hollande, dans sa campagne, n'a pas dit en permanence nous réduirons à 3% le déficit à la fin 93 et nous le réduiront totalement en 97. Dire cela, c'était enclencher une politique de rigueur que nous avons aujourd'hui. Monsieur le Président de la Commission des Finances, Gilles Carrez. 2 points. Sur la question basculement du financement de la protection sociale, du travail, de la masse salariale, c'est la construction qu'on a faite à la Libération, donc il y a 70 ans. À l'époque, la France était fermée. Aujourd'hui, c'est un pays ouvert. Donc, financer, par exemple, la politique familiale uniquement à partir du travail fait en France est une aberration. Et donc, cette piste qui consiste à basculer notamment sur la TVA, nous l'avons étudiée dès le début de la précédente législature, mais dès vous l'avez 2007. Repoussée. Souvenez-vous, il y a eu le problème, elle a été repoussée parce les annonces, bon. Il paraît que vous aviez perdu 100 sièges avec. Le rapport qui avait été fait à l'époque par Éric Besson était remarquable. Pour ma part, en tant que rapporteur du budget, je me suis opposé à la baisse de la TVA dans la restauration parce que je pensais qu'on avait vraiment besoin des recettes de TVA pour justement opérer ce basculement. Et c'est vrai que on a réagi trop tard. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais, et ça a été très courageux, en février, juste avant les élections, de enfin adopter ce dispositif. Et je reproche vraiment à la gauche de l'avoir purement et simplement supprimé. Et ce qu'on m'a dit au mois de juillet, quand j'ai posé la question, ce que m'ont dit mes collègues de gauche, ils m'ont dit, ne t'inquiète pas, tu verras à l'automne, dans la loi de finances pour 2013, il y aura des mesures de compétitivité. J'observe qu'il n'y en a pas une seule. D'ailleurs, en d'autres temps aussi, vous avez su parfois convaincre, enfin, ou n'avez pas réussi forcément à convaincre votre camp de certaines mesures à ne pas prendre, comme le bouclier fiscal dont vous vouliez décourager Nicolas Sarkozy de l'adopter. Agnès Bellassi-Carré. Juste sur ce débat sur le basculement des cotisations sociales vers d'autres impôts. Donc la question c'est TVA ou CSG. Hein, c'est mais je suis ouvert. Voilà. Je pense qu'il faut un ensemble. Le débat n'est pas clos. Il va y avoir le rapport Gallois sur le sujet et je pense que ça va relancer le débat. Oui, mais on aura perdu un an. Mais je ne pense pas que ce soit la recette miracle. Dans le court terme, compte tenu du niveau du chômage, ça peut aider, c'est vrai. Mais dans le long terme, c'est pas ça qui va redresser durablement notre compétitivité parce que on voit bien si la TVA ou la CSG augmente, le pouvoir d'achat diminue et donc sur les professions demandées, qui sont les professions des entreprises qui exportent, eh bien, on risque d'avoir des hausses de salaire et finalement, pour les entreprises, on perd d'un côté ce qu'on gagne de l'autre. C'est pas totalement évident. Maintenant, sur la réforme du marché du travail, je suis parfaitement d'accord, hein, mais c'est pas le même temps que le budget. Voilà. Gilles Carrez. Alors je suis d'accord avec vous, madame, il n'y a pas de recette miracle. Il y a tout un ensemble de mesures. Vous en avez évoqué une qui est liée au fonctionnement du marché du travail, parce que c'est quand même paradoxal qu'on ait aujourd'hui plusieurs centaines de milliers de postes qui ne soient pas pourvus. Je voudrais dire aussi que nous devons profondément réformer la formation. Et puis, nous avons engagé un travail de longue haleine sous la précédente législature dans le domaine de la recherche, de l'innovation. Je crois beaucoup à cette réforme excellente dite de l'autonomie des universités. Je crois beaucoup à la réforme du crédit impôt recherche. Mais vous avez raison, là, on est sur du temps long. Mais toutes ces pierres blanches, toutes ces mesures que nous avons prises, qui n'étaient pas faciles à prendre ces dernières années, elles vont produire leurs effets. Hubert Huertas, un autre sujet qui occupe purement politique. l'UMP, la course à l'UMP et Jean-François Copé. Donc Jean-François Copé, dans son manifeste pour une droite décomplexée, entend, dit-il, briser le tabou du racisme anti-blanc. Qu'en dites-vous, Gilles Carrez? Écoutez, Jean-François Copé est maire de Meaux, avec des quartiers difficiles à Meaux, la Pierre-Collinet, Beauval. Et moi-même, je suis député d'une circonscription dans laquelle, à Champigny, j'ai des quartiers, zones franches urbaines, difficiles. Je formulerai les choses de la façon suivante. On a un problème de communautarisme.
Et lorsque des communautés sont regroupées sur des quartiers, elles ont tendance à s'isoler et elles ont tendance à refuser, je dirais, à donner le sentiment qu'elles refusent l'étranger. C'est plutôt cela le problème. Ça n'est qu'un sentiment. C'est plutôt cela le problème. Alors, dans le vocabulaire, utiliser le vocabulaire du Front National, c'est ça la question. Hein. C'est pas le fait que cette situation existe. Oui, mais moi je crois que ce que nous devons faire, c'est lutter par tous les moyens contre le communautarisme. Et par exemple, la politique du logement est essentielle. Il faut que nous nous efforcions d'éviter la constitution progressive de ces ghettos. Mais moi, là, je vous pose une question sur Jean-François Copé et vous me répondez en faisant du Gilles Carrez. Non. Question de vocabulaire. Non, je fais du Jean-François Copé parce que moi, je l'ai vu comme maire de Meaux. Maire de Meaux. Je suis allé lui rendre visite dans les quartiers. On s'est promené ensemble dans les quartiers. Est-ce qu'il a raison de parler comme ça ? Et j'ai été... Alors, l'expression, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans votre chronique, elle n'est pas nouvelle. Et donc, il a voulu marquer les esprits. Mais moi, ce que j'observe, c'est la pratique. Jean-François Copé, maire de Meaux, va dans les quartiers les plus difficiles. Il est reconnu, il est accueilli dans ces quartiers où il y a pourtant de fortes communautés. Et donc, moi, je juge moins sur les paroles que sur les actes. Et Jean-François Copé, en tant que maire de Meaux, est un maire qui a fait d'énormes efforts pour lutter contre le communautarisme et la ghettoisation de certains quartiers. Je vais essayer de me faire l'interprète d'Hubert Huertas, Gilles Carrez, tout simplement, justement, ce député sérieux, reconnu par tout le monde, gauche et droite confondus, on se dit tout de même qu'à l'UMP, ça n'est pas votre vocabulaire. Et qu'on se dit tout simplement, Gilles Carrez ne peut pas être d'accord avec cette formule-là. Avec cette formule, cette formulation. Écoutez, la sémantique peut-être. Mais sur le fond, non. Sur le fond, je le répète, le problème, c'est cette constitution dans notre pays qui est contraire à l'histoire profonde de notre société, la constitution de quartiers complètement homogènes, avec les mêmes populations, qui développent un communautarisme et qui développent dès lors le rejet de l'étranger. Et ça, c'est complètement contraire aux valeurs fondamentales de notre République. Il paraît que Jean-François Copé, cela dit, est allé un peu vite en disant que vous étiez un de ses soutiens pour la présidence de l'UMP. Ça n'est pas le cas. Vous nous avez démenti l'information hors micro en arrivant quand on voulait vérifier cette information. Mais dites comment vous allez faire. Alors, votre père, stomato, a soigné toute la famille Fillon et vous avez accueilli un jeune Jean-François Copé, vous avez presque été son parrain en politique. Vous êtes coincé, vous ne pouvez donner ni votre préférence à l'un, ni votre préférence à l'autre, en fait. Je suis déchiré parce que vraiment j'ai des liens très anciens avec Jean-François Copé et François Fillon. Et j'ai une immense estime pour tous les deux. Et ça n'est pas la langue de bois. François Fillon, remarquable Premier ministre, remarquable ministre. Il a engagé des réformes très difficiles, réforme des retraites, réforme des universités, réforme de France Télécom de la Poste quand il était tout jeune ministre. Il a une expérience extraordinaire d'élu. Je n'ai entendu que des éloges sur lui en privé de toutes parts, quelle que soit la sensibilité. Ça, c'est François Fillon. Quant à Jean-François Copé, son dynamisme, sa capacité de mobilisation, et puis des liens d'amitié extraordinairement anciens. Je suis comme beaucoup de mes collègues qui les connaissons depuis longtemps, nous sommes vraiment déchirés. Nous aurions préféré qu'il y eût 3, 4, 5 candidats. Et là, nous allons tout faire, en tout cas nous, quel que soit le résultat, parce qu'il faudra bien soutenir l'un ou l'autre, mais tout faire pour que l'UMP, après l'élection, conserve son unité, parce qu'on a besoin d'un parti de la droite et du centre fort, avec un projet. Compte tenu de la difficulté aujourd'hui de la situation, nous devons porter un projet de redressement national. 8h16. Allez, rentrons dans le gras du sujet, si j'ose dire. Avec vous, Brice Couturier. Un budget de rigueur, oui, mais alors donc, y a-t-il et quelle différence y aurait-il entre un budget de rigueur de droite et un budget de rigueur de gauche ? On va essayer de le voir ensemble, Marc, et devant Gilles Carrez. Parce qu'en fait, effectivement, le budget qui nous est présenté, qui sera présenté à l'Assemblée nationale, c'est un budget de rigueur. Pensez donc, les recettes de l'État sont gelées en valeur, comme en 2011 et 2012, c'est-à-dire qu'en fait, elles baisseront en volume, compte tenu de l'inflation qui rabote plus de 2%. François Hollande maintient le cap qu'il avait fixé durant sa campagne électorale, retour aux 3% de déficit budgétaire dès 2013, première étape vers la conquête de l'équilibre en fin de mandat. La gauche
tax and spend, c'est fini. Car la vieille idée selon laquelle la croissance et les emplois sont fonction de l'ampleur de la demande publique et du déséquilibre budgétaire a été invalidée par l'expérience récente. Ce n'est pas l'Allemagne, avec ses finances publiques rigoureuses, qui subit la croissance zéro et les 3 millions de chômeurs, c'est bien nous les Français, avec notre budget qui n'a jamais été à l'équilibre depuis près de 40 ans. Alors quels sont donc les moyens mis en œuvre par ce président socialiste, mais vertueux ? 30 millions d'économies, dont 20 provenant de l'impôt et 10 de sacrifices de l'État. Alors il y a débat sur 2 points. Primo, le rapport 1 tiers, 2 tiers. Est-ce qu'il n'aurait pas dû être renversé dans un pays où on apprend que des agences publiques aux attributions souvent douteuses dépensent 65 milliards tous les ans selon l'inspection générale des finances? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu davantage d'économies à faire de ce côté-là? Dans un pays où un député de gauche, René Dosière, estime que les collectivités territoriales trop nombreuses gaspillent environ 15 milliards chaque année, est-il bien raisonnable de demander un effort supplémentaire aux contribuables et aux entreprises? Car, deuxième problème, vous aviez raison Marc, est-on bien sûr qu'il s'agisse d'une rigueur de gauche? Selon le gouvernement, ce sont les ménages aisés et les grosses entreprises qui seront mises à contribution et non pas les classes moyennes ni les PME déjà étranglées par les cotisations de toutes sortes. Alors certes, les nouvelles tranches de l'impôt sur le revenu à 45% et à 75% surtout ne toucheront en réalité que les riches et les très riches, mais le gel du barème de l'impôt sur le revenu, lui, est bien une hausse déguisée sur les revenus moyens puisqu'il ne tient pas compte de l'inflation. On notera en tout cas la divergence entre un MEDEF plutôt en phase avec les grosses entreprises qui crient à l'assassin et une CGPME qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. La France a bien un problème de crédibilité. Avec une dette publique qui s'est envolée au point de paraître incontrôlable à 90% du PIB, il nous faut revenir au fameux seuil des 3% de PIB aussi vite que possible pour continuer à faire partie en Europe des pays dont la signature est sérieuse et qui bénéficient à ce titre de taux bas sur leurs dettes. Ce n'est pas une affaire de droite ou de gauche, cette fois-ci, c'est une question de crédit politique. On ne peut pas demander au Parlement d'approuver un pacte budgétaire par lequel nous nous engageons à ramener le déficit à 0,5% hors conjoncture sous peine de sanctions et laisser notre État continuer à s'endetter au rythme de ces dernières années. Mais nombre d'économistes, et pas seulement les keynésiens de l'OFCE ou d'alternatives économiques, mettent en garde. Dans un contexte économique marqué par une croissance zéro, la rigueur risque fort de se traduire par une récession, laquelle entraînera un manque à gagner pour les finances publiques, ce qui rendra l'objectif de moins de 3% de PIB inatteignable. La Cour des comptes, il y a quelques semaines, a recommandé d'atteindre sans tarder cet objectif, mais elle estimait aussi l'effort à fournir à 33 milliards d'euros, pas 30, avec une croissance de 1%. Dans le cas d'une croissance nulle, la Cour des comptes estimait l'effort à 44 milliards. Et avec la croissance négative que nous aurons très probablement l'année prochaine, eh bien ce serait bien davantage encore. Il faudrait un miracle. Le risque d'un scénario à l'espagnol, la spirale récessive, n'est donc pas exclu. Le vrai problème du pays, il est devant nous, c'est celui de la compétitivité de nos entreprises. Sinon, l'objectif du retour dans les clous à l'allemande paraît simplement utopique et le prix à payer devant l'électorat de gauche serait exorbitant. Merci Brice Couturier, votre chronique à retrouver sur franceculture.fr, question compétitivité. Je rappelle aujourd'hui Philippe Varin dans Les Échos, Carlos Ghosn dans La Croix et demain dans Les Matins, Louis Schweitzer, ancien patron de Renault qui viendra nous rendre visite à l'occasion du mondial de l'automobile. Gilles Carrez, réaction, commentaire, désaccord, accord avec Brice Couturier? Tout d'abord, budget de droite, budget de gauche. Rigueur de droite, rigueur de gauche. Rigueur de droite, rigueur de gauche. Il y a un point commun. Je le souligne, et là j'approuve la décision du président de la République. Nous devons absolument réduire notre déficit. Et l'objectif de 3%, il faut l'atteindre. 3% de déficit, 3% du PIB, c'est énorme. C'est 60 milliards d'euros d'écart entre les dépenses et les recettes. Ces 60 milliards, il va falloir les emprunter, alors que notre dette est déjà de 1700 milliards. En plus de ces 60 milliards qu'il faudra emprunter l'an prochain pour couvrir l'écart entre les dépenses et les recettes, il va falloir refinancer environ 90 milliards du stock de dette de 1700 milliards qui vient à échéance en 2013. Donc, nous devrons trouver des prêteurs, des créanciers, des gens qui nous font confiance pour trouver 150 milliards d'euros. Imaginez que nous ne les trouvions pas, ou qu'ils nous demandent des taux d'intérêt
qui, au lieu d'être aujourd'hui de 2%, parce que notre signature est bonne, nos créanciers ont encore confiance dans la France, voire de 0,15% pour les prêts à court terme à moins d'1 an. Si jamais cette confiance fait défaut, que nos taux d'intérêt rejoignent par exemple ceux de l'Italie, c'est tout de suite 7, 8, 10 milliards d'euros d'intérêts supplémentaires qu'il faut payer. Ce serait la catastrophe absolue. Donc, nous devons petit à petit faire rejoindre les dépenses et les recettes. La France, c'est comme un ménage. On ne l'a pas assez expliqué. Quand dans un ménage, on dépense durablement plus que ce qu'on gagne, vous avez dit à l'instant que ça fait 40 ans qu'on est en déficit, un jour ou l'autre, on a des problèmes. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces problèmes. Alors après, il y a une question de dosage. Et c'est là que, vraiment, moi, je diverge complètement des propositions du gouvernement. Rechercher les 2/3 de l'effort sur les augmentations d'impôts, ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable pour nos entreprises, puisqu'on attend 10 milliards d'impôts supplémentaires des entreprises. Qui crée les emplois? Qui soutient l'emploi? Ce sont les entreprises. Elles sont aujourd'hui en difficulté. Un déséquilibre terrible entre l'impôt sur les petites entreprises qui est très élevé avec les taxes sociales et l'impôt sur les grandes entreprises du CAC 40 qui est extrêmement faible. Il y avait là quand même un problème politique. Alors, il y a toutes sortes d'explications techniques, je ne veux pas entrer dedans. Nos entreprises du CAC 40 se sont fortement développées, c'est une force pour notre pays. Elles se sont développées de par le monde, elles ont acquis beaucoup d'entreprises et elles ont souvent un endettement plus important. Et donc, elles déduisent des frais financiers beaucoup plus importants et qui font que, effectivement, après déduction de ces frais financiers liés à leur développement, eh bien, l'impôt sur les sociétés est moins important. Mais surtout... Il n'est pas immoral de les taxer davantage. Mais surtout, croire... Les profits total. Non, mais surtout, le profit total, il est fait à l'étranger. Total perd de l'argent sur le raffinage en France. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que toutes ces entreprises, elles font l'essentiel aujourd'hui de leur chiffre d'affaires, de leurs profits sur des marchés en expansion. Et on a de la chance, nous Français, d'avoir ces quelques dizaines d'entreprises qui tiennent encore leur rang. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ces entreprises, elles font travailler d'autres entreprises petites et moyennes en France. Grâce à leur développement à l'étranger, nous avons tout un ensemble d'entreprises dans le conseil, dans la comptabilité, dans tous les services, dans la logistique. Nous avons tous les sous-traitants. Donc penser que l'on peut impunément matraquer les grandes entreprises et dire c'est pas grave, on évitera de toucher les petits et tout ira pour le mieux, c'est faux. C'est une erreur de jugement.